Aucune distinction n'est faite entre les militaires et les civils. Tous sont ciblés ici. La tension était forte, tout pouvait déraper. Et si Ben Laden était absent? C'est la traque d'un homme dont l'ombre a marqué le monde plus de 10 ans. Oussama Ben Laden. Ce n'étaient pas seulement les efforts d'une équipe d'élite de la CIA, de l'armée et d'alliés internationaux, aussi le dilemme moral, la stratégie et la tension derrière chaque décision dans la maison d'un des criminels les plus recherchés. Je parle de la série Chasse implacable. Merci aux membres du club élite ENMINUTOS, grâce à qui chaque vidéo existe. Pour rejoindre la famille, clique sur « Rejoindre ». Tout commence avec l'attentat terroriste contre les tours jumelles. Le 11 septembre 2001, le monde regarde avec horreur des avions s'écraser contre les tours jumelles. Ensuite, on nous présente Michael Morel, facilitateur des résumés quotidiens pour le président des États-Unis du 1er janvier 2001 au 4 janvier 2002. Peu importe où il se trouvait, il était avec le président. Ce jour-là, le président était à Sarasota, en Floride, dans une école primaire où il lisait des histoires aux enfants. On lui a dit qu'un avion s'était écrasé contre le World Trade Center. Il pensait qu'il s'agissait d'un petit avion accidenté. Il a contacté le centre des opérations de la CIA, qui n'avait aucune info et a indiqué qu'il s'agissait d'un gros avion commercial. Au siège de l'agence centrale de renseignement, au centre de lutte contre le terrorisme, Cofer Black, alors directeur, raconte que cette journée ensoleillée a basculé en voyant soudain la nouvelle à la télévision de sa chambre. Il a cru que c'était le pire pilote, alors qu'il faisait un temps magnifique. Le téléphone sonne, il répond, il reconnaît la voix d'un officier du renseignement, ancien compagnon de guerre en Angola. Celui-ci évoque un problème. Il était au World Trade Center, dans l'autre tour. Il lui raconte qu'un avion, un 737, s'est écrasé contre la tour. Après vérification des contrôles, il s'avère que le pilote a volontairement percuté la tour. Il a dit « On nous a attaqués, j'évacue ». Le chef de cabinet de la Maison Blanche a informé le président dans la salle qu'un second avion s'était écrasé. Les États-Unis étaient attaqués. Le président, stupéfait mais calme, s'est assis un moment, ne sachant que faire, puis a affirmé ne pas vouloir effrayer les enfants. À 9h10 du matin, au quartier général de l'agence centrale de renseignement, l'ancien directeur George Tenet a déclaré qu'il y avait des informations de renseignement selon lesquelles les terroristes voulaient écraser un avion contre le quartier général de l'agence centrale de renseignement. Il a dit que ça allait, qu'ils n'évacuaient pas, même en risquant leur vie. Ils devaient gérer une crise et comme soldats, certains ne seraient plus là plus tard. Gina Bennett, analyste du contre-terrorisme à la CIA, se souvient que son superviseur a annoncé « Le directeur a ordonné l'évacuation du bâtiment, sauf pour le centre de contre-terrorisme. Il savait qu'il devait agir. » Cindy Storer, analyste du contre-terrorisme à la CIA, a dit à ses collègues de prévenir leurs proches pour les chiens et de fermer les portes, car ils allaient y partir en guerre. Tracey Walder, de la CIA, dit qu'elle n'avait pas le temps de penser à ses émotions. Elle se rappelle avoir vu quelqu'un pleurer et se faire frapper du pied, car d'autres refusaient d'entendre des pleurs, ayant des choses à faire. À ce moment-là, elle ignorait qu'elle croyait devoir tout faire ce qu'on lui demandait. Il se demandait quand et comment aurait lieu la prochaine attaque, similaire ou différente, tout en cherchant rapidement une nouvelle cible. Parallèlement, l'administration fédérale de l'aviation tentait de comprendre ce qui était arrivé à un autre avion détourné. Ils ont aussitôt cherché sa destination. Cet avion détourné, le 3e, se dirigeait vers Washington. Ils ont immédiatement alerté la Maison Blanche. À 9h36, un avion a frappé le Pentagone. Kevin Schaefer, officier de la marine, se souvient que personne n'a pensé que leur emplacement serait en danger. Tout brûlait autour de lui. Blessé et seul survivant de sa section, il a rampé hors d'un grand trou après avoir inhalé de la fumée. Ce jour-là, le président était la cible principale. Michael Morel déclare qu'une personne a appelé la Maison Blanche pour signaler une bombe sur l'Air Force One, connaissant son indicatif Angel. À leur arrivée à l'aéroport, les agents des services secrets ont encerclé l'avion, fouillant les porte-documents et les documents, sans aucune exception. Pendant le vol vers la base Andrews, un chasseur escortait l'Air Force One, prêt à intercepter tout missile. Gina Bennett explique qu'elle coordonnait avec l'armée pour annuler le trafic aérien. Un avion restait muet, et une autre bombe était signalée à bord. À bord du vol 93, les passagers ont combattu les pirates pour éviter l'attaque du Capitole. Dans le compartiment du personnel de l'Air Force One, ils voyaient à la télévision l'effondrement des tours et le président a demandé
qui a fait ça? Les agences fédérales et centrales ont traqué les terroristes en comparant manifestes de vol, noms et passeports avec des groupes connus. Un analyste a montré un manifeste avec un nom clé d'Al-Qaïda, révélant aussitôt qu'Oussama Ben Laden était responsable des attaques. La CIA avait informé le président de cette découverte. Michael Morel était facilitateur. Ils ont eu un appel vidéo pour donner leur première opinion sur l'incident et les responsables. Le président a demandé une coalition internationale. Ils vont les traquer et les éliminer. Ainsi débute la chasse contre Oussama Ben Laden. En 1993, un petit groupe de la CIA, composé principalement de femmes, suivait Ben Laden. Ils ont appris qu'il venait d'une famille riche et influente d'Arabie Saoudite, et que, dans les années 1980, sa fortune avait aidé les Afghans contre les Soviétiques. La légende des combattants afghans, alors vue comme noble par les États-Unis, est née durant la lutte contre l'Union soviétique. Après sa victoire, Ben Laden voulait changer les régimes du Moyen-Orient, fonder un empire islamique et éliminer l'influence occidentale. Il haïssait les États-Unis pour leur intervention dans le monde musulman et leur soutien à des dirigeants jugés infidèles. Elle rejette aussi des valeurs comme la démocratie et l'égalité des sexes, opposées à sa vision fondamentaliste. En 1988, il fonde Al-Qaïda et convertit des camps et maisons anti-soviétiques en centres de formation pour militants islamiques à des fins terroristes. Même si l'ampleur de ses futures attaques était inconnue. En 1992, une attaque au Yémen contre des soldats américains fut attribuée à Ben Laden, qui comprit que les États-Unis le poursuivaient. En 1995, 4 Américains ont été tués en Arabie Saoudite, avec Ben Laden comme responsable. En 1998, des attentats au Kenya et en Tanzanie ont tué 210 personnes, les pires jusqu'alors, à nouveau attribués à lui. En 2005, Américains ont péri au Yémen lors de l'attaque d'un navire de guerre, le pire attentat naval moderne, Ben Laden étant le principal suspect. Pour la CIA, ces faits annonçaient une nouvelle vague de terrorisme. Le 19 avril 2001, la CIA a reçu des informations sur des menaces d'Al-Qaïda visant les États-Unis, signalant une attaque majeure, imminente. Ils ont envoyé près de 100 alertes à l'administration fédérale de l'aviation, aux douanes et à la patrouille frontalière. Ils ont averti que les cibles pourraient être des symboles nationaux, comme la Maison Blanche, le Capitole et le capitalisme américain. Michael Morel a informé le président que Ben Laden prévoyait plusieurs opérations et que les attaques pouvaient être imminentes. Le 11 septembre 2001, à 10h28, la seconde tour du World Trade Center s'est effondrée. John McLaughlin, directeur de la CIA, a déclaré qu'il portait le poids de n'avoir pu empêcher l'attaque. Il savait que les talibans protégeaient Ben Laden et selon McLaughlin, il fallait exiger sa remise ou faire la guerre. Les talibans ont refusé. Le 15 septembre 2001, le président Bush a réuni son cabinet de guerre, bien que le département d'État ait suggéré la diplomatie. Le président a rejeté cette option et annoncé la guerre pour juger les responsables. Lors de la réunion suivante, il a été débattu qui de l'agence centrale de renseignement ou du département de la défense dirigerait l'opération. Bush a demandé à Donald Rumsfeld le temps nécessaire pour envahir l'Afghanistan. 6 mois. Cofer Black, directeur de la CIA, a affirmé qu'ils obtiendraient des résultats décisifs en 6 semaines, convainquant ainsi le président malgré l'opposition de Rumsfeld. Cofer Black a nommé Gary Berntsen commandant sur le terrain. Hank Crampton a coordonné le déploiement. L'opération s'appelait Jawbreaker. 13 équipes de la CIA, chacune composée de moins de 8 membres, ont été créées pour collaborer avec des alliés afghans contre les talibans afin de traquer et éliminer Al-Qaïda. L'ordre était simple, traduire Ben Laden en justice. L'analyste de la CIA, Cindy Storer, observait Ben Laden à chaque apparition télévisée, analysant l'arrière-plan, ses propos et ses éventuels mouvements. La nation se préparait à une guerre sans retour. Quelques jours après, le président a assuré que justice serait faite. Le 26 septembre, 2000 indices américains ont atterri en Afghanistan en hélicoptère lourd. Pour retrouver Ben Laden, il devait d'abord affronter les talibans. Cofer Black a envoyé une équipe qui, selon le Pashtunwali, a rencontré un chef de guerre local. Faute de coopération, l'équipe les a enlevés. En novembre 2001 environ, 410 Américains étaient déployés à travers l'Afghanistan. Bien que l'ennemi soit plus nombreux, ils avaient la supériorité aérienne. Tracey Walder, de la CIA, évoque son travail dans un centre antiterroriste. Lors de l'opération Jawbreaker, ils utilisaient des sources munies de systèmes de positionnement global, cachés dans des téléphones, pour localiser et marquer les positions talibanes en vue de frappes ciblées.
Ils ont finalement appris que Ben Laden était à Kaboul. Une offensive a été lancée sur la plaine de Chomali avec des forces spéciales et 5000 alliés de l'Alliance du Nord contre 15 000 talibans et membres d'Al-Qaïda. Bien qu'ils soient en infériorité numérique, la coordination de l'Alliance et la puissance aérienne américaine ont été décisives. La nuit, des milliers de talibans ont encerclé la ville, mais la force aérienne a détruit leurs bunkers et tranché avec des bombardements de B-52 et de chasseurs, les forçant à fuir. Le 12 novembre 2001, dès le début de l'offensive, les forces anti-talibanes soutenues par les États-Unis ont avancé vite. En 2 jours, ils ont largué 400 bombes, tuant près de 1000 talibans, et les forces rebelles ont pris Kaboul, tandis que la population se retournait contre les talibans qui avaient maltraité le peuple. Kaboul est tombé sans pertes américaines. Seulement 300 soldats ont vaincu les talibans. Al-Qaïda s'est caché dans les montagnes et des tunnels. La CIA a envoyé des équipes avec 10 Afghans et un lance-roquettes, transportés par un âne. Certains sont morts et enterrés. Les agents ont localisé Ben Laden, qui avait 1000 hommes, chars et armements, dépassant l'agence centrale de renseignement en effectif. Le secrétaire Rumsfeld a refusé d'envoyer des troupes, confiant l'opération à l'agence centrale de renseignement. Bombardés sans appui au sol laissaient fuir les survivants, mais l'ordre a quand même été donné. Pendant 56 heures, les B-52B1 et F-15 ont bombardé la zone avec la bombe Live Unit 82, la plus grosse bombe conventionnelle américaine, lors de l'attaque la plus puissante depuis la Seconde Guerre mondiale. Après les bombardements, la CIA a lancé la recherche de Ben Laden pour prouver sa mort. La milice afghane fêtait la défaite d'Al-Qaïda, mais 6 mois plus tard, Ben Laden était toujours vivant, et Al-Qaïda s'étendait mondialement. John Miller, journaliste, est allé en Afghanistan en 1998 pour interviewer Ben Laden. Bien que très risqué, il l'a fait. Alors retour à l'hôtel pour traduire. Les propos de Ben Laden étaient révolutionnaires et effrayants. Il glissait un message, voulant utiliser l'interview pour déclarer la guerre aux États-Unis. Le 17 décembre 2001, le Washington Post indique que Ben Laden a fui faute de troupes envoyées par l'armée. L'agence centrale de renseignement pensait que Ben Laden avait fui au Pakistan, où il est presque introuvable. Ben Laden continuait de faire des vidéos où il ne semblait pas être un homme recherché ou en fuite devant le danger. La question n'était pas où était Ben Laden, mais qui l'accompagnait. Ali Soufan, agent spécial du FBI, a enquêté sur les attaques d'Al-Qaïda et interrogé ses membres. La mission visait à capturer Ben Laden et prévenir d'autres attaques. Les forces américaines ont cherché en Afghanistan des indices menant à Ben Laden et trouvé une vidéo où il expliquait l'opération dans une maison d'Al-Qaïda. Ben Laden évoquait souvent l'attaque du 11 septembre dans ses vidéos, citant Mukhtar et suggérant que ce dernier était proche de lui. Il pourrait être l'un des rares à savoir où était Ben Laden. Ils ont tenté d'identifier Mukhtar. Venaient ensuite des lieutenants proches de Ben Laden, dont Abu Zubaydah, soupçonné d'être son chef des opérations. Ils suivaient plusieurs pistes et pensaient qu'une autre attaque aurait lieu. Après avoir fui l'Afghanistan, Al-Qaïda n'est pas allé se cacher mais a continué à conspirer. Le pays restait en alerte après des rumeurs suspectes détectées par les services de renseignement. En décembre 2001, un incident troublant s'est produit sur un vol American Airlines. Ce soir-là, les autorités ont déclaré qu'une hôtesse de l'air avait découvert un passager avec une bombe. Il ne fait aucun doute que cet homme voulait mettre fin à sa vie et faire s'écraser l'avion. Richard Reed, surnommé le terroriste à la chaussure, transportait assez d'explosifs pour une attaque. C'était la première tentative d'Al-Qaïda de frapper à nouveau un avion. Ils avaient des bases partout dans le monde, et ces plans étaient déjà en cours. Les membres de la CIA se sentaient bloqués. Mais ils ont ensuite trouvé une piste concernant Abu Zubaydah. Il était la personne responsable des opérations logistiques, du recrutement et de la planification. Il était le bras droit de Ben Laden, selon beaucoup. Grâce aux informations des services de renseignement, ils ont commencé à établir le parcours d'Abu Zubaydah au Pakistan. Ils ont pu réduire son parcours à environ 17 endroits, et ont ainsi pris une décision sans précédent. Ils essaieraient d'aller dans ces endroits en même temps. Lors de l'opération, il s'est enfui, sautant de toit en toit, et a été grièvement blessé. Amené à l'hôpital, Abu Zubaydah a survécu pour être interrogé. Tous ont été surpris par sa volonté de coopérer. Il a nommé un membre d'Al-Qaïda planifiant une attaque. Ils lui ont montré une photo. Il a dit que c'était Khalid Sheikh Mohammed, un terroriste recherché depuis des années. Ils ignoraient que Khalid, alias Mukhtar, appartenait à Al-Qaïda et avait organisé le 11 septembre
Khalid a donc été complice de Ben Laden tout ce temps. En 1993, Khalid a lancé une attaque contre le World Trade Center. Il travaillait avec un réseau local. Ils ont obtenu la camionnette, les explosifs, et ont placé une bombe sous le World Trade Center. Il voulait faire s'effondrer le bâtiment et a presque réussi. Il est allé en Afghanistan, a trouvé Ben Laden et lui a proposé de viser le World Trade Center. Mais maintenant, le plan était plus vaste, car il incluait d'attaquer le Capitole et le Pentagone. Ben Laden était l'inspiration et le leader charismatique. Le cerveau, c'était Khalid. Grâce à l'espionnage, ils ont découvert sa présence à Rawalpindi, Pakistan, déclenchant l'opération de capture de Khalid. En mars 2003, la CIA et des agents pakistanais ont mené une descente dans une maison. Ils ont fouillé des objets d'intérêt. Les membres de la famille dormaient, et Khalid était en sous-vêtements. Ils espéraient qu'il les conduirait à Ben Laden après l'avoir attrapé. C'était une capture très significative. Cette capture était très importante car elle a interrompu ce qu'ils planifiaient, et ils ont appris l'existence d'opérations en cours. Ben Laden microgérait l'organisation. Il approuvait les affectations. Il était très impliqué dans la planification des attaques. Il était le chef actif d'Al-Qaïda. En novembre 2003 à Istanbul, une camionnette piégée a explosé pendant le Shabbat. Un groupe lié à Al-Qaïda a revendiqué l'attentat. En mars 2004 à Madrid, en Espagne, un train a explosé. Ben Laden était devenu une franchise. Des groupes d'Al-Qaïda ont émergé partout. À Londres, plusieurs attaques ont fait des dizaines de morts. Khalid avait informé sur Al-Qaïda, mais refusé d'évoquer Oussama Ben Laden, qu'il protégeait autant que possible. Ils ont commencé à torturer pour obtenir des informations des prisonniers, membres d'Al-Qaïda, qui se trouvaient dans le centre de détention de la baie de Guantanamo, à Cuba. L'analyste Cindy Storer était en désaccord. La prime pour Ben Laden était de 25 millions de dollars. Malgré des recherches continues, la traque a stagné. Des plans visaient le métro de New York et l'explosion de 10 à 15 avions aux États-Unis. Ben Laden voulait dépasser le 11 septembre. En 2007, des rapports indiquaient qu'Al-Qaïda cherchait à acquérir des armes nucléaires et avait rencontré des scientifiques au Pakistan pour cela. Il voulait un événement plus marquant que le 11 septembre décrit comme l'Hiroshima américain. En septembre 2007, une nouvelle vidéo de Ben Laden a été diffusée. Je suis vivant et en bonne santé. C'était le principal message, le premier en près de 3 ans. 6 ans après le 11 septembre, aucune piste n'avait été trouvée, et les médias parlèrent d'un échec du renseignement. En janvier 2009, le président Bush a accueilli Barack Obama, futur président dans moins de 3 mois. Le besoin le plus urgent d'Obama serait de répondre à une attaque contre la nation. À son arrivée au pouvoir, il a ordonné d'intensifier la recherche de Ben Laden. Léon Panetta, directeur de l'agence centrale de renseignement, peu après avoir prêté serment, est entré dans le bureau ovale pour parler avec le président. Et il lui a dit que sa principale tâche en tant que directeur de l'agence centrale de renseignement était de capturer Ben Laden. Michel Morel, ex-directeur adjoint de la CIA, affirme qu'ils ont exploré toutes les pistes et n'ont jamais arrêté les recherches. Une opportunité est venue d'un allié du Moyen-Orient, la Jordanie. En 2009, les Jordaniens avaient sous leur garde un docteur nommé Al-Balawi, arrêté parce qu'il soutenait les opinions d'un djihadiste, les idées d'Al-Qaïda. Il évitait la prison et obtenait une récompense s'il livrait des chefs d'Al-Qaïda. Les Jordaniens l'ont envoyé en Afghanistan pour infiltrer Al-Qaïda. Soudain, il a disparu, peut-être éliminé après avoir été démasqué comme espion. En novembre 2009, il a affirmé être avec le numéro 2 d'Al-Qaïda, Zawahiri, et possédait une vidéo le montrant près de lui. Pour eux, c'était une belle opportunité, mais ils ont d'abord voulu vérifier ses dires et ont organisé une rencontre près de la frontière pakistanaise, en Afghanistan. En décembre 2009, c'était une opération importante. Ils étaient près de découvrir où se trouvait Ben Laden, mais ignoraient que le docteur Al-Balawi les avait trahis 3 heures plus tôt en révélant tout aux Moudjahidines. Ils ont organisé une attaque contre des membres de l'agence centrale de renseignement. Lors de leur rencontre avec Al-Balawi, une explosion suicide a tué 7 agents du renseignement. L'assaillant, invité sur la base sans être fouillé, a causé la mort d'agents. Leurs familles ont demandé à l'agence centrale de renseignement de poursuivre la mission malgré ses pertes. En janvier 2010, la pression montait et la volonté de retrouver Ben Laden grandissait. Une récompense de 25 millions de dollars était proposée. Ils étaient tombés sur toutes sortes de fausses pistes. L'armée a mené plusieurs raids pour le capturer, mais aucun n'a réussi. Kevin Schaeffer, agent de la CIA, raconte qu'il travaillait au Pentagone le 11 septembre et a été le seul survivant de son secteur.
En 2009, un ami lui a proposé de rejoindre l'équipe traquant Ben Laden. Chaque fois que Ben Laden apparaissait à la télévision, les analystes de la Central Intelligence Agency examinaient chaque détail et commençaient à étudier chaque aspect de ses déclarations. Ils essayaient de retracer comment les vidéos arrivaient à la station. Comme ils n'utilisaient pas d'appareil, ils devaient sûrement utiliser des messagers. Et si on suivait l'un de ces messagers, on pourrait trouver la trace de Ben Laden. La Central Intelligence Agency a suivi toutes les pistes. La piste du messager a débuté en 2002. En Afrique du Nord, ils savaient que Ben Laden avait un messager fiable et ont beaucoup cherché à le retrouver. Les détenus leur mentaient. Et puis, à la fin de 2002, il y avait un agent d'Al-Qaïda entre les mains d'un gouvernement nord-africain qui avait été arrêté et était en cours d'interrogatoire. Lors de l'interrogatoire, il a évoqué une personne ayant collaboré avec Ben Laden avant le 11 septembre, puis avec Khalid après, servant de messager entre eux, et il a dit que le nom du messager était Abu Ahmed. L'agence centrale de renseignement se concentrait sur la recherche d'Abu Ahmed. Ils ont finalement découvert qu'il était koweïtien. Ils ont suivi toutes les pistes possibles. Ils n'avaient aucune idée de son apparence. Il leur a été très difficile de déterminer ses habitudes de vie, ses déplacements, où il voyageait, quel type de communication il utilisait et comment il les utilisait, sans vouloir l'alerter qu'ils étaient sur sa piste. Entre 2002 et 2010, ils ont passé 8 ans à le chercher dans le monde. À l'été 2010, ils ont fait une grande découverte. Ils ont localisé son téléphone. Il se trouvait à Peshawar, une ville pakistanaise, et ils ont écouté un appel. Il parlait avec quelqu'un qui le connaissait depuis des années. L'ami insistait pour savoir ce qu'il faisait. Il a répondu qu'il faisait comme avant, et les agents ont compris qu'il travaillait toujours pour Ben Laden. Les agents ont suivi le messager de Peshawar à Abbottabad. Le fourgon dans lequel se déplaçait le messager était arrivé à une grande maison. Ils ont découvert qu'Abu Ahmed avait acheté cette maison en 2005 dans un quartier cher, sans revenus. La construction montrait qu'il voulait rester discret, avec des murs et beaucoup de sécurité, indiquant la présence de quelqu'un d'important. Le 21 septembre 2010, ils ont informé le président des États-Unis de la découverte et soupçonné fortement la présence de Ben Laden. À la fin de la réunion, il a donné 2 ordres à Léon et Michael. Le premier était de découvrir ce qui se passait dans cette propriété, et le second de n'en parler à personne. Personne d'autre au gouvernement ne devait le savoir. Ils ont alors commencé une surveillance constante de la propriété. Avec le temps, ils ont commencé à voir des femmes et des enfants entrer et sortir. Alors ils ont commencé à les suivre et à les surveiller. Ils ont découvert que 2 familles vivaient dans le complexe, celle d'Abu Ahmed et de son frère. Mais en zoomant sur la photo satellite, ils ont vu qu'une autre famille ne quittait jamais la propriété. Ensuite, ils ont vu qu'une même personne sortait toujours se promener dans la cour. Ils ont estimé sa taille, et c'était la même que celle de Ben Laden. Ils ont pensé qu'ils l'avaient peut-être trouvé. Le 12 février 2011, ils ont invité le journaliste John Miller, qui avait interviewé Ben Laden en 1998, à visiter l'unité Ben Laden de la CIA. John Miller s'y est rendu pour examiner des images. Il voulait savoir si John avait des vidéos de Ben Laden en train de marcher, afin de voir si sa façon de marcher correspondait à celle de la personne qu'il soupçonnait d'être Ben Laden. Les images présentèrent des similitudes, sans toutefois prouver qu'il s'agissait de Ben Laden. Le 14 mars 2011, il restait peu de temps avant de décider d'agir contre la propriété. Le président voulait connaître les chances d'obtenir plus d'informations, confirmant la présence de Ben Laden. Il n'avait pas la certitude que Ben Laden était là. Les conseillers ont averti le président qu'en cas d'échec, son image publique en souffrirait. Mais le président Obama a clairement indiqué que la politique ne l'intéressait pas. Ben Laden échappait à la justice américaine depuis trop longtemps. Il a donc ordonné de préparer l'attaque du complexe. Ils ont contacté l'amiral William McRaven du commandement des opérations spéciales des États-Unis, lui disant que la CIA pensait avoir une piste sur Ben Laden. William affirme que c'était la mission la plus importante de sa carrière. Il a rencontré Léon Panetta, directeur de l'agence centrale de renseignement, pour discuter du complexe et préparer une opération d'attaque. Le 10 avril 2011, l'entraînement a débuté avec les meilleurs agents. Ils ont sollicité la 6e équipe des forces spéciales de la marine, une unité d'élite. L'opération était prévue dans quelques semaines, sans aucune lumière lunaire. Ce serait l'une de ces nuits. Pour s'entraîner, ils ont construit une réplique du complexe, connaissant la forme et la position des bâtiments, mais pas l'intérieur. Chaque nuit, ils démontèrent le complexe au cas où des satellites ennemis le survoleraient. On arriva au 17 avril 2011, et ils continuaient à répéter l'opération encore et encore. Ils devaient tout simuler. Incapacité à descendre, manque de membres, explosion de la chambre. 12 heures
ou plus d'entraînement quotidien. Le 24 avril 2011, la base principale de l'opération était à Jalalabad, côté afghan. Le complexe était situé près du West Point pakistanais, dont l'académie militaire et d'autres bâtiments stratégiques formaient des soldats à Abbottabad. Ils devaient faire attention à toute menace. Le président Obama a refusé d'avertir le Pakistan, car ses renseignements collaboraient avec les deux camps et étaient liés à des groupes terroristes. Les radars pakistanais ont été analysés pour les éviter et 2 hélicoptères furtifs ont été employés. Le président a consulté ses conseillers sur l'opération. Les avis divergeaient. Clinton et Clapper étaient favorables, le vice-président s'y opposait par crainte pour les relations avec le Pakistan, et Gates s'inquiétait pour la sécurité de la force. Le président a écouté les avis et réfléchi toute la nuit. Le 29 avril 2011, il a donné le feu vert à l'opération. C'était un pari risqué que Ben Laden soit là et que l'opération réussisse, mais c'était la meilleure chance de l'attraper. Le 30 avril 2011, la veille de l'opération, un grand événement a eu lieu à Washington, le dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Ils y ont assisté pour éviter que leur absence ne suscite des questions. Le 1er mai 2011, lors de l'opération, la mission était risquée, et de nombreux membres des forces spéciales de la marine ont laissé des testaments et lettres à leurs familles. Le président était dans la salle de crise avec Bob Gates, Hillary Clinton et Leon Panetta en visioconférence, entouré de personnel. L'amiral McRaven apparaissait sur un autre écran depuis Jalalabad. Obama avait une expression intense et semblait nerveux. À 22h51, l'opération a débuté avec des hélicoptères survolant l'Afghanistan, puis traversant la frontière pakistanaise. L'inquiétude a grandi, car ils risquaient d'être détectés par les radars. Lorsqu'ils ont survolé le Pakistan durant 4 minutes, le temps semblait figé dans la salle de crise et l'anxiété a explosé à 2 minutes de l'arrivée. Point vulnérable. L'académie militaire pakistanaise proche, des centaines de soldats pouvaient attaquer la marine. Le technicien aérien a ouvert la porte. Il regardait par la fenêtre à 2 minutes de la maison. L'idée était de survoler et de descendre, en surprenant la cible depuis la terrasse. À minuit et demi, le 2 mai 2011, les hélicoptères ont approché la propriété. L'un a vacillé, chuté violemment et s'est écrasé. Pendant ce temps, le visage d'Obama montrait le choc et l'inquiétude. Tous étaient anxieux, guettant un signe. Les voisins ont allumé les lumières, puis l'opération est apparue sur les réseaux sociaux. On savait pour l'hélicoptère, mais il n'avait pas été identifié comme américain. Ils pensaient qu'il était pakistanais. La mission était menacée. La rafale de l'hélicoptère contre le mur de 5 mètres a créé un vortex, il a perdu de la portance, s'est incliné et est tombé sur l'enclos. Les forces spéciales de la marine ont quitté l'hélicoptère abattu, puis un second appareil est arrivé. Ignorant la situation, son pilote a atterri hors de la propriété et leur a demandé de sortir. Les hommes n'étaient pas à l'endroit prévu. Ils visèrent la terrasse. Heureusement, ils avaient plusieurs plans de secours. Sur le mur extérieur, une porte piégée n'a pas explosé, révélant un faux accès dans un mur très épais. Sachant qu'un garage fonctionnait à droite, ils ont choisi de l'ouvrir plutôt que de le faire sauter. Ils sont arrivés dans la zone centrale, dans l'obscurité, lunettes de vision nocturne et adrénaline au maximum, puis sont entrés dans le bâtiment de 3 étages. En 20 minutes, tout se jouait pour capturer Ben Laden, échec ou succès, dans un silence total. Les forces spéciales de la marine ont neutralisé Abu Ahmed, puis sont descendus et ont tiré sur un messager et sa femme. Ils sont montés par les escaliers, ont forcé une porte verrouillée, puis ont continué et éliminé le fils de 20 ans de Ben Laden. Au bas des escaliers, un rideau cachait des gens, dont Oussama Ben Laden, qui refusa de se rendre, alors ils lui ont tiré dessus. Dans la salle de crise, le temps passait lentement. Après 19 minutes, le commandant au sol a annoncé qu'Oussama Ben Laden avait été éliminé. Personne n'a applaudi. La justice a mis du temps, mais elle est arrivée. Pendant ce temps, les forces spéciales de la marine, dans les bureaux de la maison, ont trouvé d'anciens disques durs. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient et ont commencé l'évacuation. À l'extérieur de la propriété, les voisins se sont approchés à cause des troubles. Ils avaient un collègue linguiste qui essayait de les contenir, pendant que les forces d'opération ne voulaient pas encore sortir. Ils cherchaient à trouver quelque chose qui pourrait fournir des indices sur un plan, et ainsi sauver des milliers de vies. Ils ont transporté le corps de Ben Laden dans l'hélicoptère, puis ont détruit l'appareil écrasé avec son matériel sensible. Les Pakistanais savaient déjà. Le radar activé,
Ils ont vu les silos s'ouvrir et envoyer 2 F-15 pour intercepter les hélicoptères. La tension a duré 85 minutes jusqu'à l'arrivée en Afghanistan. Quand l'hélicoptère a quitté le Pakistan, les Pakistanais ont abandonné et tous dans la salle de crise ont pu dire « Mission accomplie ». Barack Obama s'est préparé à l'annoncer au monde et a été vu à la télévision marchant vers le podium. Il s'est adressé aux caméras, sans public, annonçant que les États-Unis avaient éliminé Oussama Ben Laden. Justice a enfin été rendue aux familles des victimes du 11 septembre et il a remercié les professionnels du renseignement et de l'antiterrorisme pour leurs efforts. Le corps de Ben Laden a été transporté sur un porte-avions dans l'océan Indien, reçu les rites musulmans, puis immergé en mer. Cette vidéo existe grâce aux membres du club élite de ENMI NUTOS, qui soutiennent la chaîne et permettent des résumés hebdomadaires de films et séries. Tu peux rejoindre ce groupe exclusif, voir des résumés de films instantanés, demander le résumé de ton choix et accéder à une bibliothèque privée unique. Et surtout, reçois la reconnaissance de la communauté pour ta contribution à ce projet. N'hésite plus, rejoins la famille dès maintenant avec le bouton « Rejoindre ».